Le président Trump dit que si les Iraniens ne se comportent pas comme il faut, les choses vont mal tourner. Il compte adopter un ton plus dur, une autre approche, en gros pour punir ses enfants qui, selon lui, ne font pas ce qu'on leur dit en Iran. Et je suis sûr que ça aura un effet, qu'ils finiront par faire exactement ce qu'il leur a demandé. On verra bien. Pendant ce temps, il y a aussi des échanges très vifs au Sénat, des disputes entre certains sénateurs et le secrétaire à la guerre. Et là, on se demande, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est complètement faux? On verra bien où tout ça va mener. Mais au fond, les choses ne se passent pas bien. Cette guerre ne se passe pas bien pour les États-Unis. Peu importe ce que dit le président Trump ou ce que dit le secrétaire à la guerre Pete Hegseth. Pour essayer d'apporter un peu de bon sens à tout ça, on retrouve aujourd'hui Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, et il faut le dire, un habitué incontournable de cette émission. En ce moment, tout le monde veut la voir. Larry est littéralement partout. Tout le monde veut entendre ce qu'il a à dire. Alors, on est toujours ravis de t'avoir avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Merci beaucoup, Daniel. Bon, écoutez, parlons d'abord de ce qu'a dit le président Trump. C'était il y a seulement quelques heures. Il a déclaré que désormais, chaque fois que la République islamique s'en prendrait à un navire dans le détroit d'Ormuz, ce qui, d'après lui, s'est déjà produit ce matin, que ce soit par missiles, roquettes, drones ou tout autre moyen, les États-Unis bombarderont ou détruiront un pont ou une centrale électrique, apparemment selon le bon vouloir de Trump, y compris ceux situés à proximité ou même dans la capitale, Téhéran. Alors, première question, pensez-vous que Trump ira vraiment jusqu'au bout de cette menace? Et est-ce que cela pourrait dissuader l'Iran de commettre ce genre d'action? Oui, il ira jusqu'au bout. Non, ça ne servira pas de moyen de dissuasion. En réalité, ça va juste provoquer encore plus de chagrin, de maux de tête et de problèmes pour les autres pays du Golfe. Parce que l'Iran a dit, très bien, si vous nous faites ça, on s'en prendra à n'importe quel pays allié avec vous. On détruira leurs ponts, leurs centrales électriques, ou comme ils l'ont déjà fait au Koweït, leurs usines de dessalement. Donc l'Iran est prêt à rendre coup pour coup. Et ils l'ont déjà prouvé. En plus, on a appris dans la nuit que les États-Unis se sont retirés d'au moins 2 de leurs bases militaires dans la région, y compris de leur présence à Muwafaq al-Salti, en Jordanie. C'est cette base aérienne qui a été frappée l'autre jour. Il y a eu au moins 3 morts. Au début, ils ont dit qu'il y en avait 2 et qu'un soldat a été porté disparu. Mais ils ont fini par rassembler des morceaux de corps. Et je n'exagère pas en disant qu'ils ont dû se dire « Oui, ça doit être ce jeune caporal ». C'est juste, c'est atroce. Ces gens meurent pour rien, sans aucune bonne raison. Et vous savez, ça soulève vraiment une question sur cette capacité. D'abord, regardons un peu. Les États-Unis, voilà ce qu'on a, ont été attaqués pendant la nuit. Apparemment, on a vraiment intensifié les frappes hier soir et 11 villes différentes ont été touchées à des moments variés. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que dans cette liste, il n'y a aucune de ces chaînes de montagnes où se trouvent toutes ces usines de missiles, les usines de drones, les points de lancement de drones et tout ça. À quoi ça sert, Larry, de frapper des villes? CENTCOM publie sans arrêt toutes ces images impressionnantes d'avions qui décollent, de porte-avions, de choses qui explosent au sol. Mais, d'après le professeur Morandi qu'on avait plus tôt dans la journée, certaines de ces cibles sont probablement des leurs, de toute façon. On ne sait même pas vraiment ce que sont toutes ces choses sur la liste, mais elle est longue. Et pourtant, on ne frappe pas ce qui compte vraiment. Pourquoi, à ton avis? Eh bien, d'abord, on ne peut pas le frapper. C'est souterrain. Donc, vous voyez, ils lancent depuis des sites souterrains. Ces sites sont construits pour résister à des explosions nucléaires. C'est le premier problème. Le deuxième, je pense, vient d'une idée de départ.
une idée fausse, mais qui reste pourtant celle sur laquelle repose la stratégie de l'Occident ou de l'armée américaine et de l'administration Trump. Ils croient que s'ils infligent assez de douleur, assez de souffrance économique, assez de détresse civile, alors le peuple iranien finira par se soulever et renverser le régime islamique. Ils y croient encore, même après avoir vu 45 millions d'Iraniens descendre dans la rue pour commémorer la mémoire de l'ayatollah Khamenei. Et puis, si vous avez lu un des récents articles de Robert Barnes, il y explique à partir de sondages quel est réellement l'état d'esprit des Iraniens. Et ce n'est pas du tout ce que les États-Unis imaginent. Les Iraniens, eux, vont continuer à soutenir la République islamique. Et laissez-moi vous demander, pendant que Gary passe cette vidéo juste là, quand on arrive à la partie en noir et blanc, il y a plusieurs choses. Certaines ont l'air délabrées. Franchement, je ne sais même pas ce que c'est pour certaines. Dites-moi, qu'est-ce qui a été touché là? Vous pouvez identifier ces éléments. Non, aucune. J'en ai vraiment aucune idée. On dirait un bâtiment vide d'ailleurs. Franchement, ça ressemble à un tas de ferraille. Eh bien, voyez, ce qui serait intéressant, c'est si les États-Unis diffusaient aussi les mêmes images vidéo montrant ce que l'Iran a frappé au cours des 5 derniers mois. Quand on regarde la liste des radars et des systèmes de communication par satellite qu'ils ont détruits, on en compte plus d'une vingtaine. Autrement dit, les États-Unis sont maintenant aveugles. C'est d'ailleurs l'un des problèmes qui s'est produit l'autre jour à Muwafaq al-Salti. Ils n'ont reçu qu'un avertissement de dernière minute indiquant qu'un missile arrivait. Avant, il y a un an, pendant la guerre de 12 jours en juin, les radars américains détectaient les tirs dès le lancement. On avait alors parfois 30 à 40 minutes d'avance avant l'impact. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On a de la chance si on a une minute ou deux. Et ça montre bien qu'il y a eu de la part de l'Iran une planification très précise. Je suis convaincu que ça s'est fait avec l'aide des Russes et ou des Chinois. Ils ont identifié les cibles, élaboré un plan de bataille, décidé comment utiliser leurs missiles, quoi neutraliser, quoi détruire et comment affaiblir progressivement les États-Unis. Et ils y sont parvenus. À cela s'ajoute le fait que les États-Unis ont reconnu qu'ils retiraient leur personnel militaire de la base aérienne King Faisal, qui, si je ne me trompe pas, se trouve en Arabie Saoudite, tout près de la frontière avec la Jordanie. Ils ont fermé Muwafaq al-Salti. Nous n'avons plus vraiment de présence au quartier général de la 5e flotte, à Bahreïn. C'est la même chose pour plusieurs bases militaires au Koweït, notamment les bases de l'armée. Souvenez-vous, le 7 avril, dans leur plan en 14 points, l'Iran avait demandé aux États-Unis de retirer leurs forces du Moyen-Orient. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'Iran qui le fait à notre place. Ils nous font partir, que ça nous plaise ou non. Regardons un peu pourquoi. Voici une partie des frappes qui ont eu lieu entre le 12 et le 19. Il y en a une autre aussi, je crois, dans les 2 jours qui ont précédé. Mais on voit bien que ce sont à peu près les mêmes cibles qui sont touchées. Tout simplement parce qu'on n'en a pas tant que ça, des cibles. Tu l'as déjà dit, on n'a pas énormément d'objectifs à frapper. Et quand on voit qu'ils visent tous ces points-là, je crois que tu l'as aussi mentionné, tu l'avais mis sur l'un de nos groupes Signal, que finalement, les Iraniens n'ont pas besoin de données de ciblage venant de la Chine ou de la Russie, comme certains le disaient. Parce que tout le monde sait où se trouvent ces installations, non? Du coup, c'est facile à atteindre. Et quand on commence à voir ce genre de capacité de frappe de missiles sortir d'Iran, pour moi, dis-moi si je me trompe, ça montre qu'ils sont encore tout à fait capables de lancer autant de drones ou de missiles qu'ils le souhaitent. Oui, et ce serait une chose s'ils dépendaient uniquement de lancements en surface. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont perfectionné les lancements souterrains, les lancements depuis des grottes, des lancements qui franchement sont très difficiles à repérer.
Et ça crée un autre problème pour nous, ou plutôt un défi. Par le passé, on avait beaucoup de drones MQ-9 Reaper qui survolaient ou essayaient de survoler l'Iran, et puis ce gros éléphant blanc qu'on appelle le MQ-4C Triton. Enfin, vous pouvez l'avoir pour la modique somme de 250 millions de dollars. Et vous savez quoi? On vous offre même 2 tasses à café avec. Franchement, c'est absurde. Bref, ils survolaient la zone, ils voyaient un tir, et tout de suite, ils pouvaient repérer l'endroit exact. Ensuite, on pouvait lancer un tir de contre-batterie. Eh bien, l'Iran a abattu un grand nombre de drones MQ-9 Reaper. Rappelez-vous, rien que la cellule de ces appareils coûte entre 30 et 35 millions de dollars. Et quand on y ajoute la nacelle optique, la nacelle d'armement et celle des communications, le prix total monte à environ 65 millions. Impressionnant, non? Et apparemment, l'Iran en a abattu plus de 30. Donc oui, on parle d'une somme énorme. Tu as une idée de la taille de notre flotte? Il en reste combien? C'est ça, l'autre problème. Ils n'en produisent pas à la chaîne, comme les Jeep Willys pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, là, c'est une denrée rare. C'est encore un domaine où on voit les stocks et les réserves militaires américaines s'épuiser. Donc voilà, on ne peut pas repérer ces sites. Et puis l'Iran, ceux qu'on a frappés ont été, vous savez, rapidement réparés, remis en service. En fait, c'est une décision que l'Iran a prise il y a 23 ans, après la première guerre du Golfe. Ils se sont dit, si on garde quoi que ce soit en surface, on va se faire anéantir. Il faut tout mettre sous terre. Et ils l'ont fait. Et avec qui ont-ils travaillé là-dessus? La Corée du Nord. Et la Corée du Nord a dit, laissez-nous vous aider. On a de très bonnes idées. Alors maintenant, l'Iran dispose d'un vaste réseau souterrain pour lancer, stocker et produire toutes sortes de missiles. Et l'autre aspect de tout ça, c'est ce que je répète souvent, l'émission que vous aviez faite avec Ted Postal, où il expliquait la précision du missile PAC-3. Eh bien, il n'est pas précis du tout, moins de 10% d'efficacité. Et pourtant, toutes ces bases sont aujourd'hui entourées de systèmes de défense aérienne qui ne défendent rien. Alors on évacue nos troupes de là-bas. Eh bien ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle battre en retraite. Et ça, c'est ce qu'on associe à une défaite, pas à une victoire. Oui, bien sûr, c'est logique. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Mais à la place, nos dirigeants continuent de dire que non, en fait, tout va très bien ici. D'ailleurs, il y a eu hier au Sénat des échanges assez tendus entre des sénateurs républicains et démocrates, ironiquement à propos de ce qu'on est réellement en train d'accomplir. Je vais vous montrer quelques extraits de ça. Certains ont dit, au fait, secrétaire Hicks, voilà ce que vous disiez pendant les premières semaines de la guerre. Alors comment ça s'est passé? On y reviendra dans un instant. Mais commençons d'abord par le côté plus détendu, avec le sénateur Kennedy, qui a parlé justement de cette fameuse montagne de pioches. Écoutez, il nous faut des réponses claires. Des réponses claires. Est-ce qu'on a les moyens de détruire ce qu'il y a sous la montagne Pickaxe? Sénateur, beaucoup de nos capacités sont classifiées. Mais s'il y a bien quelqu'un sur cette terre capable d'atteindre n'importe quelle cible, c'est l'armée des États-Unis, la plus puissante au monde. Tout est une question d'options et de compromis. Pourquoi est-ce qu'il doit toujours ajouter ça? La plus grande et la plus puissante armée du monde, et ensuite tout le reste qu'il a en tête. Mais d'abord, en dehors de cette folie, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit? Est-ce qu'on a vraiment des moyens secrets pour passer sous la montagne Pickaxe? Non,
C'est simple. Non, on ne peut pas. On peut peut-être créer beaucoup de débris sur le sommet de la montagne, mais cette installation a été conçue spécialement pour ça. Et d'après ce qu'on sait, Alistair Crook y est allé, il l'a vu, ils ont toute une série d'isolations, de caoutchouc, de plaques amortissantes et d'autres dispositifs. Donc ils savent très bien qu'il y aura une explosion. Il y aura une onde de choc, c'est certain. Mais l'installation a été pensée pour y résister. Et du coup, ça ferait des États-Unis, encore une fois, le seul pays à utiliser l'arme nucléaire, à lancer une arme nucléaire. Les conséquences seraient énormes, parce que je pense que la Chine et la Russie ne sont plus prêtes à nous accorder le bénéfice du doute. Elles verraient ça comme une escalade qui les obligerait à envisager leurs propres options nucléaires. Restons un instant sur ce point, parce que j'entends beaucoup parler de la montagne Pickaxe. C'est revenu plusieurs fois, notamment pendant l'audition au Sénat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'il y a à la montagne Pickaxe, ou sur ce qu'on pense qu'il y a là-bas, et pourquoi c'est si important pour les États-Unis? Franchement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai entendu, qu'ils ont toujours leurs installations d'enrichissement intactes en sous-sol et qu'ils ont de l'uranium enrichi là-bas. Mais je soupçonne que l'Iran a aussi d'autres sites dont on n'a vraiment aucune idée. Mais encore une fois, voilà que l'administration sort maintenant en disant « Oh, il faut qu'on s'inquiète de la montagne Pickaxe ». Et là, les gens réagissent. Minute, attendez une seconde. Vous nous aviez dit en juin dernier, le 25 juin si je me souviens bien, que vous aviez tout anéanti, complètement détruit leur capacité. On nous avait dit que ça prendrait des années avant qu'ils puissent reconstruire. Et maintenant, vous dites qu'ils l'ont fait en moins d'un an? Eh bien, c'est incroyable. Et souvenez-vous, le directeur de la Defense Intelligence Agency, son service, a publié une analyse qui contredisait les affirmations de Trump, selon lesquelles il avait complètement anéanti et éradiqué la menace. Ils ont dit non, pas si vite les gars, on pense que c'est toujours là. Il a été renvoyé. Et ça ouvre une toute autre dimension à cette histoire. Le Washington Post et je crois aussi le Wall Street Journal en ont parlé récemment. Des officiers au sein du Pentagone observent tout ça, et dès que quelqu'un ose dire la vérité au pouvoir, qu'il met sur la table des faits dérangeants, des choses qui ne collent pas avec le récit de l'administration, eh bien, cette personne est virée. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se tait. Toi qui as déjà connu le combat, tu sais ce que c'est quand on est le commandant. Tu vois, un soldat vient te voir et te dit « Mon colonel, on va tomber dans une embuscade là-bas. » Et toi, tu lui réponds « Tais-toi, soldat. » En fait, tu le punis, tu l'envoies au trou. À partir de ce moment-là, plus personne ne viendra te prévenir d'une embuscade. Les autres diront « Allez-y, colonel Davis, passez devant, on vous suit. » Et toi, tu avances, tu tombes dans l'embuscade, ils te laissent te faire piéger. Eh bien, c'est exactement ce qui va arriver à Trump et à Hayes. Ils ont créé un climat où plus personne ne leur dit la vérité. Le seul qui le fait encore, c'est J.D. Vance. Et lui, on l'attaque et on l'isole. Oui, et regardez, laissez-moi vous montrer un exemple très concret de ce dont vous parlez, tiré d'aujourd'hui, parce que ce message apparemment est bien arrivé jusqu'au commandement central et à leur poste public avancé, celui qu'ils publient ici. Voilà ce qu'ils ont diffusé après la 11e nuit. Je crois que c'est sorti ce matin, à partir des données d'hier. Ils disent « Malgré l'agression iranienne, le détroit d'Ormuz reste ouvert au trafic commercial. Mais quand on regarde le rapport de CNBC, en réalité, il n'y a qu'environ 13 traversées par jour, soit à peu près 10% de ce qu'il y avait avant la guerre. Et la plupart passent du côté approuvé par l'Iran. Donc non, ce n'est pas ouvert, d'après tout ce qu'on voit, mais c'est ce que le président Trump veut entendre. C'est exactement ce qu'on leur dit de répéter.
Alors, quelles sont vos inquiétudes face à ces communications publiques qui continuent à diffuser de la fiction? À un moment donné, la réalité finit par s'imposer. Il y avait un film sur Salvador Allende. Je dis pas ça pour rire, mais il était arrivé au pouvoir au Chili dans les années 70. Il avait fait confisquer toutes les armes. Et puis il y a eu ce coup d'État, le coup d'État militaire, dans lequel la CIA américaine était très impliquée, ou du moins essayait de l'être. Et dans ce film, il ne cherchait pas à faire de l'humour, mais Salvador Allende se tourne vers son chef de cabinet et lui dit « Rassemble le peuple, dis-leur d'apporter leurs armes. » Et l'autre lui répond « Monsieur, vous leur avez pris toutes leurs armes. » Et là, la réalité s'impose brutalement. Il veut mobiliser le peuple pour le protéger, mais ils n'ont plus d'armes. Et nous, on continue de se dire « On est en train de gagner, l'Iran est en train de perdre. » Et pourtant, il continue de nous frapper. Eric Fewer. On continue à leur tirer des missiles, et puis on en manque. Les PAC-3, vous savez, certains disent qu'il en reste environ 2000. C'est n'importe quoi. À mon avis, s'ils en ont encore 400 dans le monde, c'est déjà bien. De toute façon, ça ne change rien, parce que ça marche pas. Mais bon, faisons comme si de rien n'était. C'est pareil pour le THAAD, pareil pour le missile de frappe de précision, le PRSM. C'est le seul que les HIMARS peuvent tirer et qui atteint vraiment une certaine distance vers l'Iran. Tout le reste, vous savez, ils parlent des attaques MS. On n'a presque plus d'attaques MS, on n'a presque plus de Tomahawk, on n'a presque plus de JASSM, ces missiles de croisière air-sol tirés depuis les F-35. Je veux dire, ce n'est pas juste une seule catégorie. Il y en a 9, 10 différentes, de missiles de frappe de précision, et toutes sont en stock limité. Et devinez quoi? Pour en fabriquer davantage, on a besoin de ce qu'on appelle des terres rares. Et la Chine nous dit, si vous construisez du matériel militaire avec ça, on ne vous en fournit pas. Allez chercher ailleurs. Sauf que la Chine contrôle environ 91% du raffinage de ces minerais. Alors bon, vous pouvez croire aux licornes, aux lapins de Pâques et au Père Noël, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que quand on est adulte, on sait que le Père Noël ne va pas venir pour vos enfants. Il faut sortir la carte de crédit ou du liquide et aller au magasin. Voilà, c'est tout. Alors, quelle est votre compréhension? Restons là-dessus un instant. Ce graphique Gary qu'on voyait à l'écran tout à l'heure montrait combien de temps il faut vraiment pour en produire davantage. On voit bien que ça se compte en mois, donc c'est énorme. Apparemment, 42, ça peut être un peu moins pour le Patriot, mais je crois que le minimum, même en forçant la cadence, c'est 2 ans pour fabriquer un missile. Il y a beaucoup de raisons à ça, mais on n'en aura pas à temps pour que ça change quoi que ce soit dans cette guerre. Qu'est-ce que vous savez de notre stock de missiles, si jamais on en vient vraiment à en manquer? Parce que je sais qu'il y a 1 mois ou 2, peut-être un peu plus, dans cette émission, vous aviez fait une analyse en regardant toutes les PAC-3 produites depuis que les données publiques sur la production ont commencé à être publiées. Et ce que vous disiez, c'est qu'on pourrait littéralement en manquer. Je ne sais pas pour les JASSM ou les Tomahawk, mais si on continue encore 40 jours de plus, et on en est seulement au 11e jour de cette nouvelle phase de production, qu'est-ce qui se passe si on en vient à court? Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, d'accord, on n'a rien d'autre vers quoi se tourner. C'est tout. On n'a pas d'alternative. Voilà le niveau de préparation qu'il y a derrière tout ça. Prenons l'exemple du Tomahawk. En ce moment, selon plusieurs sources, le Wall Street Journal, le Center for Strategic and International Studies, le total serait d'environ 2000. Eh bien, repensez à vos années dans l'armée. Le CENTCOM n'est pas le seul, disons, convive à table. Il y a aussi le PACOM et l'EUCOM. Et j'ai appris récemment que j'avais raté un détail.
Vous vous souvenez quand ils avaient changé le nom en Indo-PACOM? Eh bien, ils sont revenus en arrière. Ils ont dit, foutez ça, on l'appelle de nouveau le PACOM, donc le commandement du Pacifique. Le commandement du Pacifique reçoit une allocation parce que dans sa mission, il doit être prêt à combattre la Chine. Le commandement européen, lui, doit avoir un certain nombre de ces Tomahawks parce que sa mission, c'est de se préparer à affronter la Russie. Mais il ne nous en reste que 2000. Et pendant les 4 premières semaines de cette opération, Epic Fury, le CENTCOM en a utilisé 850. Donc si on prend ces 2000 missiles et qu'on les répartit entre les 3 commandements, ça fait environ 800 chacun. Autrement dit, aujourd'hui, le CENTCOM aurait à peu près ce qu'il a consommé en 4 semaines. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je suis sûr qu'on a autre chose. Enfin, je veux dire, on a, je sais pas, des bombes classiques. Franchement, ça peut pas être les seuls missiles qu'on ait, non? Oui, non, ce sont les seuls missiles de précision qu'on ait. C'est justement ça le point. Incroyable. Donne-moi quelque chose. Enfin, il doit bien y avoir une autre option. On ne peut pas être assez stupide pour vider complètement nos stocks et se retrouver ensuite sans défense face à n'importe quel autre adversaire. C'est vrai? Oui. Certains peuvent me traiter de Cassandre, et je ne cherche pas à inventer un prétexte pour dire « il faut dépenser plus d'argent pour le département de la défense ». Mais la réalité, c'est que tout le processus d'acquisition d'armes a complètement perdu le lien avec la réalité stratégique. Et il n'a pas du tout pris en compte ni réfléchi aux conséquences d'une guerre d'usure. La guerre moderne, surtout quand on commence à dépendre de robots et d'appareils pilotés à distance, autrement dit, des drones, peut devenir extrêmement gourmande en ressources. Et au lieu de faire comme on le voit en Russie ou même en Ukraine, des drones à 20-30 000 $, parfois même 10 000, capables d'emporter une charge explosive, nous on construit un monstre à 250 millions de $. On en a fabriqué 4. L'un d'eux a déjà été abattu. Et celui qu'on avait déployé en Jordanie, on a dit « sortez-le de là tout de suite ». Ramenez-le à Sigonella. Oui, c'est super. Avoir un système d'armes qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on a peur qu'il soit détruit. C'est un peu comme dire, on va avoir un porte-avions, mais on ne peut pas le faire sortir du chantier naval parce qu'il pourrait couler. Dans ce cas-là, ce n'est pas une arme qu'on veut vraiment avoir dans son arsenal. Eh bien, c'est une arme que vous n'avez pas dans votre arsenal. C'est ça, au fond. Je veux dire, c'est la réalité, peu importe combien vous dépensez là-dedans. Regardons un peu, je veux vous montrer 2 ou 3 choses qui se sont passées au Sénat hier. D'abord, ici, on voit le sénateur Ossoff sortir ses archives. Et il dit, Monsieur le secrétaire, voici certaines de vos déclarations sur le fait que l'Iran aurait été pratiquement détruit dès la première semaine de la guerre. Qu'en dites-vous aujourd'hui? Lors de la 2e semaine du conflit, vous avez déclaré que l'armée iranienne avait été, je cite, détruite et, je cite encore, rendue incapable de combattre. Est-ce que cette affirmation était exacte? Ce que l'armée américaine a infligé à l'armée iranienne, c'est une défaite militaire historique. Dans ce contexte, ils sont tout simplement inefficaces. Monsieur le secrétaire, au tout début du conflit, le 3e jour, vous aviez dit que l'un des objectifs essentiels était, je cite, de détruire la menace des missiles. Et le 5e jour, vous avez répété qu'il s'agissait, je cite, d'anéantir les missiles et les drones iraniens. Ces objectifs ont été clairement et à plusieurs reprises présentés comme des priorités de la campagne. Or, il y a 4 mois, vous avez déclaré que cette campagne s'était achevée victorieusement avec tous les objectifs atteints. Est-ce que ces objectifs avaient bien été atteints il y a 4 mois?
Were those objectives achieved 4 months ago? Personne n'a jamais dit que tous les missiles avaient disparu. En réalité, quand on parle de combats inefficaces, ça veut dire qu'ils ne sont plus capables de sortir leurs missiles de leurs installations souterraines pour nous tirer dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de sites souterrains où ils stockent leurs missiles. Ils en ont, et c'est normal puisqu'ils restent le principal État au monde à soutenir le terrorisme. Donc, on n'a jamais pensé qu'ils allaient perdre toute capacité de tir. La vraie question, c'est à quelle échelle, surtout face à un adversaire comme les États-Unis d'Amérique. D'accord, très bien. On va utiliser ce deuxième critère. À grande échelle, il reste efficace au combat, comme on le voit ici chaque soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais franchement, il ment. C'est juste, enfin, c'est un bouffon. Et je ne dis pas ça pour l'attaquer personnellement, mais bon sang, ça m'énerve au plus haut point. Ce n'est pas quelqu'un d'ignorant, même s'il a eu une vie personnelle complètement chaotique. Mais rester là, sans vouloir affronter la réalité. La réalité, c'est que l'Iran dispose d'un stock de missiles balistiques, et on ne sait même pas combien ils en ont. Ils les fabriquent sous terre, ils les déploient sous terre, et nous n'avons pas capacité de réaliser sous terrain. Et en plus de ça, il y a des rapports. Je ne peux pas le confirmer, mais il est logique que la Chine ait fourni à l'Iran quelques missiles supplémentaires. Pourquoi? Parce que la Chine veut les voir testés dans un vrai contexte de combat. C'est une chose de les essayer sur un champ de tir et de dire « Ah, ça fonctionne », mais c'en est une autre de les confronter à des contre-mesures américaines. Apparemment, ils auraient livré des missiles anti-navires. Alors, on verra bien. Est-ce que ces missiles seront tirés? Est-ce qu'ils atteindront leur cible? Est-ce qu'ils seront neutralisés? Voilà le dilemme dans lequel les États-Unis se sont eux-mêmes placés. D'abord, on ne peut pas détruire les missiles parce qu'ils sont enterrés et qu'ils sont lancés depuis le sous-sol. Et puis, les Iraniens nous ont bien eus pendant les 3 premières semaines de la guerre, celle qui a commencé le 28 février. Ils avaient déployé des lanceurs gonflables, des leurres en fait. C'était un peu comme une réplique de l'armée fantôme de Patton. Du coup, on bombardait à tout va des décors en plastique et en bois, mais les vrais lanceurs, eux, sortaient, tiraient, puis se repliaient aussitôt à couvert. Sans observation en temps réel, c'était très compliqué. Si on avait eu un drone Predator au-dessus, capable de repérer la cible et équipé d'un missile ARM, il aurait pu tirer dès qu'il la voyait, et là, on aurait eu une chance de la toucher. Sinon, le temps de la repérer, d'envoyer l'info au Centre des opérations conjointes ou au CEOC, qu'ils traitent les données, qu'ils émettent un ordre de tir et que la mission parte à la recherche de la cible, eh bien, elle avait déjà disparu depuis longtemps. Les États-Unis se sont heurtés à ce problème à la fois en mer Rouge, quand on a essayé d'arrêter les Houthis, et au même type de problème qu'ils ont rencontré en Iran. Alors pour compenser, comme on en a parlé tout à l'heure, ils ont déployé le drone MQ-9 Reaper. Il faut qu'on en mette davantage. Mais plus on en envoie, plus on en perd, et on n'a pas les moyens de les remplacer. Et encore une fois, pour tous ces missiles guidés avec précision, il faut un certain type d'aimant. La Chine détient le monopole de ces aimants, et elle dit clairement, on ne vous les vendra pas. Donc oui, Hegseth peut se vanter d'avoir l'armée la plus chère du monde, mais ce n'est certainement pas la meilleure. Eh bien, c'est difficile de contester ça quand on parle des fondamentaux et de la réalité ici. Mais ça n'arrête pas le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Lui, il va carrément soutenir, avec véhémence, que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Et impossible de lui faire entendre autre chose. Même s'il le voit descendre à l'ouest, il dira quand même « Non, ça c'est l'est ».
Et pour illustrer ça, justement, voici un échange assez tendu hier entre le sénateur Peters et le secrétaire Hegseth. Vous n'avez pas de stratégie. Vous n'avez pas de plan à long terme pour vraiment gagner cette guerre. Gagner la guerre. Les hommes et les femmes sont capables de le faire, mais ils ont besoin de leadership. Quand allez-vous faire preuve de leadership? Quand allez-vous enfin montrer du leadership? Pourquoi tu ne montres pas un peu de leadership et que tu ne défends pas tes collègues démocrates qui refusent de financer les troupes? Ils font de la politique partisane pendant que vous ne nous donnez pas l'argent nécessaire. Tu veux venir ici parler des troupes, mais tu n'as pas le courage politique de vraiment financer notre département parce que tu souffres du syndrome anti-Trump et que tu es incapable de t'engager sur quoi que ce soit de concret. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'au fond, qui a raison? Oui, eh bien, ils peuvent tous les deux avoir raison. Mais franchement, l'idée que si on a des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas dépensé assez d'argent pour le Pentagone, qu'il n'y a pas assez de budget pour le département de la Défense. Faut pas exagérer. On entend ce même fichu argument depuis des années. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser en 1990, donc ça fait quoi? 36 ans que ça dure. Juste après l'effondrement de l'Union soviétique, tout le monde s'est dit « Ah, super, on va enfin toucher les dividendes de la paix. On n'aura plus besoin de dépenser autant pour la défense. » Eh bien non, 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 non. Il fallait qu'on se trouve un nouvel ennemi, Saddam Hussein. Mon Dieu, il aurait des armes de destruction massive. Et personne à l'époque n'a rappelé que c'était nous qui lui avions fourni ces armes de destruction massive. Oui, mais bon, oublions ça. Il les avait, donc il est devenu notre nouvel ennemi. Et face à cet ennemi, on se dit qu'il faut plus de défense, qu'il faut construire tout ça, vous voyez. On cherche toujours un méchant pour jouer le rôle dans le scénario. Et puis il y a cette idée qu'on ne trouve jamais de raison de dire « Vous savez quoi? Il faut qu'on prenne du recul. Qu'on démonte un paquet de bases parce que franchement, on ne peut plus les protéger. Si elles sont à portée d'un missile balistique ou d'un drone, on ne peut plus les défendre. On n'a pas assez de batteries de missiles patriotes pour ça. Mais je pense qu'au fond, c'est là que tout ça nous mène, à une fin catastrophique de notre aventure militaire dans le Golfe Persique. Et ce sera le moment où on sera forcé de faire un vrai examen de conscience, de se dire très clairement qu'on s'est fait battre, et qu'on s'est fait battre par les Iraniens. Oui, c'est ce qu'il va falloir. Et bien sûr, on n'en est pas encore là, parce qu'on peut encore faire durer un peu la fiction. Mais ça a une date de péremption. Je pense qu'on va y arriver avant que je quitte ce sujet, parce qu'il y a d'autres points de cette audition sur un autre thème dont je veux parler. Mais avant ça, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose dont on a un peu discuté avant d'entrer en direct. Il s'agit du président Trump, qui se vante de vouloir autoriser le Royaume d'Arabie Saoudite à faire du traitement et de l'enrichissement nucléaire. Alors, sachant qu'on essaye d'entrer en guerre contre l'Iran justement parce qu'on ne veut même pas qu'ils aient cette capacité, comment ça peut fonctionner? Eh bien, premièrement, les États-Unis n'ont aucune expertise dans ce domaine. Cela fait 50 ans que les États-Unis n'ont pas construit de réacteurs nucléaires. C'est le premier point. Donc, nous n'avons pas le personnel nécessaire pour donner des conseils sur la construction. Ceux qui en disposent, ce sont la Russie et la France. Et la Chine. La Chine aussi devient de plus en plus active dans la construction d'installations nucléaires. La seule centrale nucléaire en fonctionnement dans tout le Golfe Persique se trouve aux Émirats arabes unis. Il n'y en a pas une seule en Arabie saoudite. Donc, la question c'est, d'où vient l'uranium? Qui le fournit? Eh bien, ce serait la Russie.
Alors vous voyez, si les États-Unis veulent vraiment tenir cette promesse, ils vont devoir travailler en étroite collaboration, soit avec la France, soit avec la Russie, soit avec la Chine, et surtout avec la Russie, pour s'assurer que les Saoudiens puissent obtenir l'uranium dont ils ont besoin pour lancer l'enrichissement. Et enfin, comment on dépasse ça? Évidemment, aux États-Unis, on s'en fiche un peu, parce que les doubles standards, ça ne nous dérange pas. On pratique le double discours dès le petit déjeuner, sans même y penser. Mais ailleurs, dans la région et dans le monde, les gens se disent « Attendez une seconde. Vous venez de dire que l'Iran ne peut pas être digne de confiance pour avoir le moindre programme d'enrichissement, alors même que le TNP leur en donne le droit, leur en donne l'autorisation. Et maintenant vous dites que vous voulez étendre ça à un autre pays. Comment ces deux positions peuvent coexister? Et surtout, qu'est-ce que les autres vont en penser? Oui, enfin, la logique n'a jamais vraiment été notre point fort aux États-Unis ces derniers temps. Nos contradictions et notre hypocrisie sont visibles depuis un bon moment déjà. J'imagine que c'est une sorte de tentative maladroite pour essayer de menacer l'Iran et d'alimenter encore un peu plus la prétendue paranoïa iranienne. Mais bon, la réalité finit toujours par s'imposer. Pour planifier, concevoir et construire ce genre d'installation, il faut, à mon avis, au minimum 5 ans. C'est ce que m'a dit quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Donc vous voyez, le monde aura beaucoup changé d'ici 5 ans. Tout ça, encore une fois, c'est de la bêtise. Ce qui se passe vraiment pour les États-Unis en ce moment, c'est qu'ils sont en train d'être poussés hors du Golfe. Parce qu'on est arrivé en promettant à tous ces pays, restez avec nous, on vous protégera, on est là pour vous, personne n'osera vous attaquer, on est trop puissant, trop dangereux. Et maintenant, ils se font tous littéralement écraser. Prenez les Émirats arabes unis, par exemple. Même s'ils sont parmi les plus pro-israéliens, qu'ils ont transmis des technologies et des secrets aux Israéliens depuis des années, ils ont quand même fait tout un effort pour envoyer de l'argent à l'Iran, en disant en gros « Ne nous frappez pas ». Ils refusent même que des vols américains partent de leur base. Et le Qatar, qui avait pourtant des relations plutôt correctes avec l'Iran, n'a pas été épargné non plus, à cause de la base d'Al-Udeid. Et Al-Udeid maintenant, en gros, d'après ce que j'ai compris, l'endroit est en train de devenir une ville fantôme. Je ne sais pas si tu as déjà mangé au TGI Fridays qui se trouvait sur la base, mais je parie que leur chiffre d'affaires a sacrément chuté. Oui, j'y ai passé un peu de temps. Je ne suis pas allé là-bas directement, mais j'ai passé du temps à Al-Udeid et au camp Buehring, au Koweït et dans d'autres endroits qui ont été durement touchés. Et franchement, j'ai du mal à imaginer que ça ait pu arriver, mais c'est bien le cas. Écoutez, je voudrais changer un peu de sujet et parler de l'autre guerre qui se déroule en ce moment, celle dont il a aussi été question au Sénat. Le sénateur Kennedy a posé au général Kane une question très intéressante sur l'issue de cette guerre. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui voulons-nous voir gagner? Monsieur, je veux que l'Ukraine gagne. Est-ce que la Russie est l'ami de l'Amérique? Je pense que ça dépend de ce qu'on entend par ami. C'est une relation compliquée. Mais non, je ne pense pas qu'ils soient nos amis. Jésus, oui. Allez-y. J'ai même pas besoin de préparer celle-là. Franchement, allez, c'est un peu une mentalité d'ado de 13 ans. Je ne déjeune pas avec toi, Waze. C'est pas mon ami. Ouais, bon sang. Vous savez, est-ce qu'on peut vraiment définir quels sont nos intérêts nationaux? Est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis d'être potentiellement en guerre avec une autre puissance nucléaire
l'une des deux autres grandes puissances nucléaires du monde? Ou est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis d'entretenir une relation pacifique? Est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis d'avoir de bonnes relations avec le pays qui est le plus grand fournisseur d'azote pour les engrais, alors qu'on a justement besoin d'engrais? Ou bien faut-il en faire un ennemi? Est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis d'être en guerre avec un pays qui fournit l'uranium enrichi dont on a besoin pour alimenter nos centrales nucléaires? Oui, bien sûr. Voyons un peu ce qu'on peut faire pour énerver les Russes. On n'a pas besoin d'eux, n'est-ce pas? Enfin, mais allons-y, soutenons l'Ukraine. L'Ukraine, qui est idéologiquement alignée sur les nazis de la Seconde Guerre mondiale, sur le mouvement Bandera, ce sont des fascistes, ce sont des racistes. Ils défendent les valeurs des nazis, et franchement, je pensais que c'était nos ennemis. Mais pour rendre les choses encore plus absurdes, Israël s'aligne avec eux. Alors d'un côté, on verse des larmes de crocodile sur l'Holocauste, et de l'autre, on va sans problème s'allier avec ceux qui le nient, ou qui considèrent que c'était une bonne chose. Et c'est avec ces gens-là qu'Israël choisit de s'associer. Donc cette idée qu'il existerait des pays guidés par des principes profonds, eh bien ça ne s'applique ni aux États-Unis, ni à Israël, ni à l'Ukraine d'ailleurs. Tout ça, c'est juste un mariage de convenance. Oui, et c'est un mariage plutôt bancal, en fin de compte, si on parle d'efficacité pour les gens qui sont impliqués. Que pensez-vous du fait qu'ici, pour la troisième fois en moins d'un an, l'Ukraine se soit débarrassée de son ministre de la Défense? Et puis, tout à l'heure encore, on a appris que Zelensky avait écarté le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Syrskyi, ce qui, d'une certaine manière, était attendu depuis un bon moment. Mais le fait qu'ils viennent de se séparer du Premier ministre, du ministre de la Défense et maintenant du commandant, qu'est-ce que ça vous dit sur la façon dont se déroule la guerre en Ukraine? Ils sont en train de gagner. Tu vois, mec, c'est ça que ça me dit. C'est ce que font les gagnants. Quand tu gagnes que la guerre se passe aussi bien que possible, eh bien tu vires le commandant responsable de ta stratégie gagnante, avec son chef d'état-major. Tu le vires aussi. Et ensuite tu te débarrasses du ministre de la Défense. Donc regarde, l'Ukraine, c'est le chaos, et ça va pas s'arranger. Ce conflit entre Syrskyi et Fedorov, qui était le ministre de la Défense, Fedorov, imagine-le comme Pete Hegseth, mais avec de meilleurs cheveux, ok? Mais c'est un type d'environ 35 ans. En fait, il est même plus jeune que Hegseth et tout aussi mal informé que lui. En fait, je ne pense pas que Fedorov ait eu une quelconque expérience militaire. Donc Fedorov voulait concentrer tous les moyens et toutes les ressources sur la production de drones. Et vous savez, beaucoup de gens influents gagnaient de l'argent grâce à cette production. Il y avait donc, disons, des avantages à en tirer. Mais Syrskyi se plaignait. « Eh, vous prenez des ressources dont on a besoin pour envoyer des troupes sur la ligne de front. Même si, bon, on est obligé d'enrôler des gens de force et de les envoyer avant qu'ils aient reçu la moindre formation. Mais on manque de personnel et la situation empire. Donc il y avait ce conflit. Et au début, Zelensky a pris le parti de Syrskyi et a renvoyé Fedorov. Il se peut aussi que Fedorov ait gagné de l'argent grâce aux drones et qu'il n'en ait pas reversé une partie, tu vois, qu'il n'ait pas fait remonter ça au cow-boy de la cocaïne, Zelensky. Mais bon, ils ont viré Fedorov. Le truc, c'est que Fedorov, lui, il avait une belle gueule, il était populaire, et ça a provoqué pas mal de protestations. Et surtout, l'Europe l'aimait bien. Donc tu pouvais l'emmener à une réunion, et les Européens disaient « Ah, avec lui, on est à l'aise. » Tu vois, il n'était pas comme Umarov, ce gros type qui ressemblait à une caricature du mauvais Ukrainien. Alors les gens sont descendus dans la rue pour protester, et là, Zelensky s'est dit « Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. »
Alors il vire Syrski et le remplace par un type que les Russes ont déjà inculpé pour crimes de guerre et qu'ils attendent juste de capturer et de juger. Donc oui, tout va bien, parce que c'est exactement ce qu'on voit avec une stratégie gagnante, n'est-ce pas? Franchement, ça montre à quel point ces affirmations étaient absurdes, du genre « l'Ukraine gagne, la Russie perd ». Gerasimov, lui, est toujours à son poste, en tant que général à la tête de toute l'armée russe, chef d'état-major au sommet. Ils n'ont pas connu de grands bouleversements là-bas, au moins depuis 3 ans, et sur le terrain, ils obtiennent des résultats. Il se trouve que le camp ukrainien commence aussi à changer certaines de ses tactiques aériennes. Et ces derniers temps, on voit qu'il vise une nouvelle série de cibles. Là, c'était à Krasnodar, où une autre usine de Wildberries a produit des images assez spectaculaires qui donnent vraiment une mauvaise impression pour le camp russe, parce qu'il semble maintenant que les Ukrainiens s'en prennent à des cibles moins bien protégées par la défense aérienne. La Russie a concentré sa défense antiaérienne sur ses sites militaires, un peu partout dans le pays. Du coup, des infrastructures plus ordinaires, comme leurs centres de livraison, l'équivalent de ceux d'Amazon, restent exposés. Et ça commence à poser de vrais problèmes économiques, surtout pour les petites et moyennes entreprises à l'intérieur de la Russie. Les Russes réagissent à ça et beaucoup sont très mécontents. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce changement de stratégie? Oui, Gary a son image juste là. C'est la nouvelle, pas celle d'il y a quelques jours. Qu'en pensez-vous? Oui, alors, pour tous ceux qui ont passé une commande en ligne pour leur protection ou pour leur caisse de Coca-Cola, il faudra peut-être attendre 2 semaines de plus. Et là, oh mon Dieu, on n'a plus de livraison en 24 heures, c'est la fin du monde. Pendant ce temps, la Russie frappe toutes les usines de production industrielle à Kiev. Et on le voit jour après jour. Hier soir, c'était la plus grosse frappe de missiles jamais vue. Et la veille, non, aujourd'hui, c'est la plus grosse frappe jamais vue. Et le jour d'avant, pareil. Bref, ils enchaînent les plus grosses frappes de missiles jamais vues sur ces sites de production. Faire exploser un entrepôt Amazon, c'est pas la même chose que faire exploser une usine de fabrication de drones. Faire exploser une usine d'artillerie, faire sauter quelque chose qui a une vraie utilité militaire, c'est la première chose. Mais en parallèle, ce que la Russie a fait, c'est qu'elle a maintenant complètement fermé Odessa. Odessa est totalement bloqué. Tout navire qui essaye d'y accéder est coulé. Tout navire qui tente de charger sur place est frappé à quai. Et ils font la même chose à Mykolaïv. En gros, ils ont coupé l'Ukraine de tout nouvel approvisionnement, au moins par la mer Noire. Tout le reste devra passer par voie terrestre sur ce front-là. La Russie, au cours des 2 derniers mois, a détruit 200 locomotives. Je ne sais pas combien l'Ukraine en possède au total, mais je doute qu'elle en ait 200 de réserve. Donc, ils détruisent aussi la capacité de se réapprovisionner par le rail. Ensuite, il faut ajouter les opérations terrestres en cours. On voit le début d'encerclement à Soumy et à Kharkiv au nord. Il y a aussi la formation d'une poche autour de Kramatorsk et de Slaviansk dans le Donetsk, qui sont les 2 derniers bastions encore tenus. À Zaporizhia, là encore, ils se sont rapprochés des faubourgs. C'est, je crois, la plus grande ville industrielle encore aux mains de l'Ukraine. Ils avancent aussi sans grande opposition à Dnipro, et c'est la même chose à Kherson. Donc ce n'est pas limité à une seule zone. On voit maintenant que les Russes ont lancé une offensive sur tout le front. Alors oui, les Ukrainiens ont réussi à frapper des installations civiles non défendues. Mais bon, c'est un peu comme se vanter d'avoir tabassé un gamin en fauteuil roulant. Je lui ai botté les fesses. Tu sais quoi? D'accord, ouais, t'es vraiment du genre coriace. T'es vraiment un dur, toi.
Eh bien, pourquoi tu n'y vas pas? Allez, mesure-toi plutôt à quelqu'un qui fait vraiment ta taille, ton poids. Voyons comment tu t'en sors. Et c'est là que, encore une fois, l'Ukraine est en crise. Et ce qu'on a vu ces 2 dernières semaines, avec les attaques que la Russie a lancées sur Kiev, jour après jour, la fermeture d'Odessa et les opérations au sol, tout ça a détruit cette propagande occidentale qui circulait partout, selon laquelle la Russie était en difficulté, que son économie s'effondrait, qu'elle manquait de pétrole, et ainsi de suite. Eh bien, ce n'est pas vrai. Tu sais, Larry, le problème, c'est que ce message, ce mythe, continue de se propager quand les gens voient des choses comme cette vidéo de Krasnodar et tout le reste. Du coup, ils peuvent continuer à y croire. Et en plus, ils n'ont même pas accès à toutes les informations. Tu viens d'énumérer toute une liste de choses qui sont cachées. Presque rien de tout ça n'apparaît dans la presse occidentale. Les gens ne savent même pas que ça se passe. Mais laisse-moi te montrer quelque chose qui cette fois est bien sorti dans les médias ici. Parce que franchement, je pense qu'on peut dire sans trop de risque qu'il existe bel et bien une sorte de cabale de dirigeants occidentaux. Et je ne parle pas seulement des responsables politiques, mais aussi de cette élite autoproclamée, très satisfaite de la situation parce qu'elle veut que cette guerre continue. C'est allé jusqu'à paraître aujourd'hui dans le Kyiv Post, repris de Die Welt et du Telegraph, je crois, avant-hier. On y disait que le Royaume-Uni et l'Allemagne développent discrètement un nouveau missile à longue portée, capable de frapper des cibles jusqu'à 2000 km à l'intérieur du territoire russe, dans le cadre d'une importante extension de la coopération européenne en matière de défense. D'après un rapport de Die Welt et du Telegraph, le programme secret appelé Deep Precision Strike est devenu le projet phare du partenariat de sécurité qui se développe rapidement entre Londres et Berlin, avec la Russie comme cible. Quelle réaction pensez-vous que cela va provoquer au Kremlin? Des missiles russes. C'est comme ça qu'ils réagiront. Ils frapperont et détruiront ces installations. Elles n'atteindront même pas le stade de la production. La Russie prendra les devants. Vous savez, la Russie l'a clairement dit, il y a 2 semaines, peut-être presque 3 maintenant, quand Peskov a parlé, il a déclaré que l'opération militaire spéciale était terminée, qu'ils étaient en guerre avec l'OTAN. Il l'a dit très clairement, à 2 reprises. Alors écoutez, on ne peut pas nier que, même si la Russie fait beaucoup de choses très bien, quand il s'agit de communication et de mettre en avant ses propres réussites, c'est une catastrophe. C'est vraiment mauvais. J'ai même recommandé, et ce n'est pas une blague, alors que je n'ai aucune ligne de communication officielle avec le gouvernement russe. Mais moi je dis les gars, allez embaucher ces jeunes de Téhéran qui faisaient les vidéos avec des Legos. Franchement, ils étaient incroyables. C'était puissant. Ils ont vraiment influencé l'opinion publique. Et ça, c'est essentiel, parce qu'il faut aussi savoir influencer l'opinion publique. L'un des grands manques aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de message positif sur la Russie. On reste enfermé dans cette idée. Beaucoup de gens restent enfermés dans cette idée que la Russie, c'est encore un État communiste, un régime autoritaire, sans liberté, sans possibilité de s'exprimer, où tout le monde finit au goulag. Cette mentalité-là, elle est encore très présente. L'Américain moyen ne se rend pas compte que la Russie est un pays profondément chrétien, très pratiquant, avec une grande importance accordée à la famille. Et ça se voit dans la société là-bas. Les rues sont propres, il n'y a pas beaucoup de criminalité. Vous avez passé pas mal de temps en Russie ces dernières années, c'est bien ça? Oui, j'y suis allé 7 fois, depuis 2023. Et pas seulement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais aussi pour parler avec des gens un peu partout dans le pays. Je suis aussi en contact avec des expatriés américains qui vivent là-bas.
L'un d'eux est un ancien diplômé de West Point. Il était dans la même promotion que Keith Alexander. He was a classmate of Keith Alexander, who used to be the head of the National Security Agency. Il a été le directeur de l'Agence nationale de sécurité. Donc, ils en parlent. C'est une vie très active. Et ce qui est bien, c'est que les Russes ne sont pas là assis à comploter pour savoir comment conquérir le monde. Ils ont dû renforcer leur armée à cause de cette guerre avec l'Ukraine, une guerre soutenue et encouragée par l'OTAN. Et donc, au cours des 24 dernières années, depuis 2000, quand Poutine est vraiment arrivé au pouvoir, la Russie ne consacrait pas ses ressources à développer une force militaire pour intervenir dans d'autres pays. Elle reconstruisait son économie et sa société. Ce travail a été accompli et c'est spectaculaire pour ceux qui ont eu la chance de le constater. Et ma dernière question pour vous, c'est la suivante. Vous avez dit que les Russes font un travail catastrophique en matière de communication et de marketing. Donc leur message ne passe pas du tout. Mais les dirigeants d'Europe de l'Ouest, encore plus que ceux des États-Unis, ne veulent parler de la Russie qu'en termes de bien et de mal. Et pour eux, c'est clairement le camp du mal, et ainsi de suite. Et la seule chose qu'ils font, c'est ce qu'on vient de vous montrer à propos de cet accord actuel. Ils l'examinent. D'ailleurs, il était censé entrer en vigueur en 2034. 2034. Mais malgré tout, l'idée, c'est qu'on ne veut même pas envisager la moindre fin possible à la guerre avec la Russie, ni la moindre issue au conflit. On planifie des années à l'avance et on veut simplement continuer dans cette direction. Est-ce que c'est vraiment tenable pour l'Europe? Ah oui, non, pas du tout. En fait, quand vous montriez ce missile, je me suis dit, bon, là je suis sûr que les Chinois vont accepter de fournir un peu de ces terres rares. Parce qu'en réalité, si vous voulez lancer un missile qui parcourt 2000 milles, il faut forcément un système de guidage de précision. Et ce système de guidage dépend de ces aimants que la Chine contrôle. Tant que personne n'aura trouvé une nouvelle solution technique, c'est la réalité. C'est avec ça qu'il faut construire. Donc de ce point de vue-là, c'est complètement illusoire. Mais encore une fois, ça renvoie à cette façon de penser. Et je repense à tout ça, à notre décision d'attaquer Saddam Hussein après qu'il soit entré au Koweït à cause d'un différend pétrolier en août 1990. Même si j'avais travaillé à la CIA et que j'étais alors au service de la lutte antiterroriste du département d'État, personne n'est venu me voir pour me dire « Hey Johnson, tu te rends compte qu'on a travaillé étroitement avec Saddam pendant les 9 années précédentes, dans cette guerre qu'on l'a aidé à lancer contre l'Iran, qu'on avait des réunions régulières avec lui, qu'on lui a fourni des armes chimiques, des armes biologiques. » Alors la vraie question c'est, après qu'il a lancé cette invasion, pourquoi notre première réaction a-t-elle été de dire qu'il fallait répondre militairement? Pourquoi pas plutôt, asseyons-nous, parlons-lui, trouvons une issue diplomatique, puisque nous avions déjà une relation avec lui. Et la seule raison pour laquelle on ne l'a pas fait, c'est qu'il nous fallait un nouvel ennemi pour pouvoir justifier une industrie de la défense à plusieurs milliards de dollars. Et là, je vois que Gary montre les corps des derniers morts de la guerre contre l'Iran qu'on vient de rapatrier. Oui, tu vois, c'est ça, le transfert des dépouilles. J'ai des sentiments assez partagés à ce sujet. Je veux dire, je suis toujours honoré, je veux toujours leur rendre hommage quand ils reviennent, parce qu'ils se sont tous engagés en pensant qu'ils allaient défendre notre pays. Et je trouve que c'est une violation flagrante de la confiance qu'on a placée dans notre gouvernement quand on les envoie dans des situations comme celle-là et qu'ils meurent pour rien. Mais bon, soit. Écoute, je sais qu'on arrive à la fin, mais je te remercie vraiment d'être venu aujourd'hui et d'avoir apporté cette clarté. C'est toujours précieux. Merci d'avoir été avec nous.
J'ai bien aimé notre discussion. Je crois qu'on se revoit dans une dizaine de jours, 12 peut-être. Oui, on sera ensemble. Oui, dans moins de 2 semaines maintenant, on sera ensemble avec notre frère Robert Barnes, Alexander Mercouris et plusieurs autres personnes dans le Tennessee. Je crois qu'il reste encore quelques billets si quelqu'un veut venir voir ça sur place. C'est le cabinet d'avocats 1776 avec Robert Barnes, toujours du très bon contenu. J'ai vraiment hâte d'y être. On se voit là-bas très bientôt en personne. D'accord, mon frère. Très bien, à tout à l'heure. Et on se retrouve là-bas. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard dans l'après-midi. Il y a encore une chose que j'aimerais peut-être aborder. Gardez un œil sur votre fil d'actualité. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Comme ça, vous serez prévenu dès que la prochaine vidéo sortira ici. Mais quoi qu'il en soit, s'il se passe quelque chose d'important d'ici là, vous pouvez compter sur le Daniel Davis Deep Dive pour vous le présenter en direct. Merci, Dan. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez.